La guerre entrait dans une phase nouvelle. Elle allait devenir totale, engager toutes les ressources du pays. Cher Président, toute défaillance des sens causerait la paralysie brusque de nos armées et pourrait nous acculer à une paix inacceptable pour les Alliés. Si les Alliés ne veulent pas perdre la guerre, il faut que la France combattante, à l'heure du suprême choc germanique, possède l'essence, aussi nécessaire que le sang, dans les batailles de demain. Georges Clemenceau, président du Conseil, au président américain Wilson. Quand je regarde l'histoire de Total, c'est près de un peu plus de 80 ans, Total a toujours contribué à assurer l'indépendance énergétique de la France. À la fin de l'année 1917, la France s'est trouvée courte en produits pétroliers et a dû faire appel aux Américains pour nous envoyer le plus rapidement 100 000 tonnes de produits pétroliers pour permettre la victoire des Alliés en 1918. À la fin de la Première Guerre mondiale, l'industrie pétrolière est essentiellement américaine. Les États-Unis dominent très largement la production de pétrole du monde. Ils produisent à peu près 70% du pétrole mondial. Et donc, ils dominent non seulement dans leur pays, mais ils dominent aussi à l'extérieur de leur pays. La Belgique est un pays qui avait connu un essor industriel exceptionnel et probablement que la Première Guerre mondiale a mis fin à cet essor et que les gens se sont préparés à quelque chose d'autre, fortement lié aux découvertes pétrolières. Le président des pétroliers français a écrit une note à Clemenceau pour attirer son attention sur la nécessité de mettre en place une politique pétrolière et surtout d'essayer d'obtenir, au même titre que les Alliés, que la participation de la Deutsche Bank dans la Turkish Petroleum Company puisse être dévolue à la France. C'est là où est intervenu le fameux Calouste Gulbenkian, un Arménien né à Istanbul, et c'est lui qui réussit à mettre tout le monde d'accord. Il est arrivé à ce qu'on crée la Turkish Petroleum Company, 25% pour la Deutsche Bank, 25% pour Shell et 50% pour l'Anglo-Pershon. Alors simplement, ce monsieur ne s'est pas oublié au passage et il a bénéficié de 5% des droits financiers de la Turkish Petroleum Company. Les Français ont obtenu que la part de la Deutsche Bank dans la Turkish Petroleum Company leur soit attribuée. C'était l'objet de ce qu'on appelle le traité de San Remo, qui a été signé le 24 avril 1920. Le gouvernement désire voir se constituer un groupe national de pétrole. La société devra donc être essentiellement française et demeurer complètement indépendante. Elle s'efforcera de développer une production de pétrole à contrôle français dans les différentes régions productrices. Raymond Poincaré à Monsieur Ernest Mercier. Il devrait y avoir une rue Ernest Mercier dans toutes les grandes villes de France. Il a été à la tête de ce qui va devenir EDF, il est à la tête de la CFP, il est le père fondateur du capitalisme français. La CFP est créée le 28 mars 1924. Fondamentalement, tout est parti de là. 90 ans plus tard, la CFP est devenue le groupe Total tel qu'on le connaît aujourd'hui. La compagnie financière belge des pétroles est une compagnie qui est basée à Anvers, qui avait comme seul but d'obtenir un rendement financier de l'activité pétrolière qu'il pouvait générer. Et qui commence son aventure par le rachat de production pétrolière en Roumanie. The CFP, the company française de pétrole, start here, around us.
We were born in the Middle East. It started in the 20s, initially with the Turkish Petroleum Company, then with the Iraq Petroleum Company. But we were born here, and that is why we have a special relationship with this area. هذه الاتفاقية في اليوم الرابع عشر من شهر آذار لسنة 1925 ميلادي، وتم الاتفاق على منح شركة النفط التركية حق الامتياز في الاستكشاف والتنقيب واستخراج وبيع النفط والغازات الطبيعية المصاحبة وكل ما يستخرج منها من منتوجات. La CFP s'est développée dans l'exploration-production, d'abord en Irak avec la Turkish Petroleum Company, qui devient l'Iraq Petroleum Company, au sein du périmètre de la ligne rouge. Alors le périmètre de la ligne rouge, c'était l'Empire ottoman au Moyen-Orient, la Turquie, la péninsule arabique, à l'exception du Koweït, qui était une chasse gardée des Anglais. My feeling about this period is really a feeling of adventure. It was a very risky endeavor because we were not sure that we were going to find any petrol here. Nobody knew. Dans le paysage aride de l'Irak d'aujourd'hui, une ressource imprévue est là, le pétrole. Le 15 octobre 1927, Baba Bourkour, près de Kirkouk. À 3 h du matin, on entendit un bruit sourd provenant des entrailles de la terre. Presque imperceptible au début, ce bruit s'amplifia jusqu'à se transformer en un grondement terrifiant. Ce jour-là, le pétrole jaillit à plus de 15 mètres au-dessus du sol. Cet enthousiasme de la découverte, on le ressent ici dans cette lettre où, en plus de la vision, on le ressent au niveau des sensations. Il y a le bruit, l'enthousiasme. C'est celui qui marque le début d'une aventure. Et ce qui est important, c'est le pétrole, évidemment, mais aussi les produits. On s'est aperçu assez vite que l'activité du raffinage devenait stratégique pour les pays européens qui dépendaient beaucoup trop de l'importation des États-Unis. C'est à la même époque, en 1928, qu'on commence à penser à créer la CFR et à construire les raffineries qui seront construites après, Gonfreville et Lamède. Il y avait d'autres compagnies pétrolières internationales qui avaient commencé des activités, en particulier Petrofina, Exxon d'un côté, Shell, etc., qui ont commencé à s'implanter parce que le marché français était intéressant. Petrofina est à mes yeux essentiellement une société productrice de pétrole en Roumanie et qui essaye de développer un outil de distribution dans le nord-ouest de l'Europe. La distribution des produits pétroliers du groupe Petrofina s'est faite sous la marque Purfina. Parallèlement au développement de cette industrie de raffinage, la CFP a aussi considéré qu'il était nécessaire de disposer d'une flotte propre et ça a été l'objet de la création de la Compagnie navale des pétroles en 1933. En 1939 a été créée la Régie autonome des pétroles et la RAP. Et en 1941 a été créée la SNPA, la Société nationale des pétroles d'Aquitaine, une branche majeure du futur groupe ELF, dont la principale vocation a été d'exploiter dans un premier temps le gisement de Saint-Marcet. C'est à 1500 mètres au-dessous du niveau du sol que s'est manifestée la présence des gaz. La force avec laquelle ceux-ci ont jailli fait penser qu'on se trouve en présence d'un gisement considérable. Saint-Marcet, c'est la première découverte d'un champ de gaz très significatif, 7 milliards de mètres cubes, et dont le gaz va être envoyé dans toutes les grandes villes autour de Saint-Marcet. La SNPA a du gaz. Les Allemands ne l'ignorent pas. Il me faut défendre le gisement de Saint-Marcet contre toute immixtion de l'ennemi. Pierre Angot à Bernard Citroën. Panzer et Stuka noient toute résistance dans un déluge de feu et d'acier. La Deuxième Guerre mondiale, ça a été terrible. Les raffineries ont été bombardées, le bateau emblématique, l'Émile Miguet, a été coulé. Ces actifs industriels extérieurs ont été placés sous séquestre à la demande du gouvernement britannique dès après l'armistice. Donc la CFP n'avait plus aucun accès à ses droits en Irak. Alors ce qui s'est passé quand même, c'est qu'au tout début de la guerre, la CFP avait levé des fonds très importants et avait transféré tout cet argent aux États-Unis. Il y a eu ensuite une bataille judiciaire
Et finalement, la CFP a gagné et a obtenu des Anglais que la CFP puisse utiliser cet argent qui était aux États-Unis pour souscrire aux augmentations de capital de l'Iraq Petroleum Company. La CFP a fait à ce moment-là 2 augmentations de capital, une en 41, une en 44, qui ont été tout à fait suivies et qui lui a permis d'avoir à la fin de la guerre des ressources pour repartir. Cette action a été dirigée, je crois que ça c'est très important de le rappeler, pour rendre hommage en particulier à ces 3 personnes. C'est fondamentalement Jules Mény, Victor de Metz et René de Montaigu. Ce sont ces 3 personnages qui ont une action déterminante pour permettre à la CFP de se développer à partir de ses positions en Irak. Après la Seconde Guerre mondiale, Petrofina renaît de ses cendres et cette relance s'est faite sous l'égide de Boris Wolters, qui a pu relancer l'activité industrielle et pétrolière de Petrofina avec l'aide notamment de tous les contacts qu'il s'était créés dans la résistance. Après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une certaine conscience qui a été prise. On s'est mis à essayer de devenir moins dépendant des États-Unis. Avoir du pétrole sous contrôle étranger ne pouvait pas satisfaire les besoins de la France. Le général de Gaulle, qui a formé son second ministère, va recevoir à l'hôtel Matignon les membres du nouveau cabinet. Le général de Gaulle, quand il arrive au pouvoir en 1945, il a une volonté de développer la recherche sur ce qu'on appelait à l'époque l'empire colonial français. De quoi il dispose? Il dispose de la Régie autonome des pétroles et de la Société nationale des pétroles d'Aquitaine, qui sont essentiellement engagés sur le territoire métropolitain. Il crée le BRP, dont Guillaume a été le premier président, et qui avait mission de coordonner la recherche à la fois sur les territoires métropolitains et sur les théâtres étrangers. Cet organisme, en 1946, crée la Société nationale de recherche de pétrole en Algérie. Ces sociétés ont été les briques de base de l'amont du futur groupe ELF. Du pétrole au Sahara, pourquoi pas? Il comprend une vaste zone de terrain sédimentaire et c'est toujours dans de tels bassins que l'on a trouvé les hydrocarbures. Quand la SN Repal s'installe à Alger, un directeur de la société qui s'appelle Michel Tenaille est un géologue tenace d'ailleurs, et il était très convaincu qu'au Sahara, on allait trouver du pétrole. Mais quand il en parle, il ne convainc pas les gens, et donc il a besoin d'un peu plus de crédibilité, et il fait appel à Willy Bruderer, qui est le géologue de la CFP. Et Willy arrive en Algérie, il fait sa tournée du Sahara, et il en revient convaincu. Et donc c'est comme ça que la CFP s'engage au Sahara à partir de 1950. Et on crée un partenariat entre la SN Repal et la CFP à l'époque. Mais dans un désert aux dimensions inhumaines, privé de voies de pénétration naturelle, la prospection n'est pas une entreprise de tout repos. Je crois que la reconstruction de Petrofina doit tout au génie du baron Wolters. Il a eu la vision de la création d'une grande raffinerie à Anvers, avec l'aide de British Petroleum. Paris, février 1949. La CFR ne saurait rester étrangère à la chimie des dérivés du pétrole. J'ai donc engagé des discussions avec 2 grandes entreprises françaises du secteur de la chimie, Fugine et le groupe Rhône-Poulenc, René Perrin. C'est le début du développement des matières plastiques, la pétrochimie, la chimie dérivée du pétrole qui se met en place. Ça va être des pièces dans l'automobile qui seront plus légères que l'acier ou l'aluminium. Ça va être l'emballage, ça va être des matériaux de construction. Chacun dépend déjà de cette chimie des grosses molécules récentes, mais en plein essor. Ça va prendre une expansion et une croissance très forte. On va avoir un premier cracker dans mon dos ici à Gonfreville. Dans cette phase-là, chacune des sociétés développe sa propre pétrochimie. Les travaux de forage entrepris à Lac, près de Pau, il y a 6 mois, viennent de donner des résultats qui ont dépassé les prévisions les plus optimistes.
une masse de 20 tonnes de pétrole fut projetée en l'air en quelques secondes. En décembre 1949, d'abord, une découverte de pétrole lourd, visqueux, à 600-700 mètres de profondeur. On se dit, on va quand même approfondir, on est dans du Crétacé supérieur, on va dire qu'est-ce qu'il y a dessous. Et donc on va forer un puits qui entre en éruption. Il y a une éruption qui va durer plus d'une semaine. Il y a une équipe américaine qui aide d'ailleurs les Français à fermer et qui leur dit n'y touchez plus, ne revenez plus jamais. Or, l'axe est un géant. C'est 250 milliards de mètres cubes. C'est quelque chose qu'on n'a encore jamais vu dans toute l'Europe continentale. Et donc, c'est pas possible de laisser ça tomber. Donc, les Français mettent au point les mesures de sécurité de forage. Il n'y aura plus d'éruption à lac et on va pouvoir développer ce champ qui va inonder la France entière. Une province de France, l'Aquitaine, est en passe d'être radicalement transformée par l'apparition de cette usine d'extraction de gaz naturel, la plus importante d'Europe. Très rapidement, les trois compagnies qui ont formé le Total d'aujourd'hui se sont aperçues qu'après tout, il y avait de l'argent à gagner aussi dans la distribution. Dans les années 54 et 58, pour faire face à la concurrence qui devenait plus forte, chaque groupe a bâti sa stratégie de différenciation et ensuite de choix de positionnement et de services qui se sont clarifiés un petit peu plus tard pour chacune des marques. À un moment du dîner, je sors de ma poche un crayon et un bout de papier et gribouille un cercle traversé par une ligne verticale. Le rond, dis-je, serait bleu, bleu pétrole. Le trait rectiligne serait rouge, le rouge étant le symbole de l'énergie. En somme, un puits de pétrole d'où sort une flamme, le fond resterait blanc et vous auriez ainsi notre tricolore national. Claude Lecoeur, créateur du premier logo de Total. Total. Le choix du nom a été de trouver quelque chose qui était bref, un nom qui était prononçable dans toutes les langues et quelque chose qui symbolisait un peu le côté intégré du groupe, d'où le nom de Total qui est arrivé assez vite. Air Total est présent sur 96 aéroports internationaux dans 35 pays. Total. Le 9 juillet 1953. Cher ami, tu m'as souvent demandé comment j'étais tombé amoureux du Sahara. En fait, mon histoire avec le Sahara commence à Paris, lorsque mon directeur de thèse me parla de la Compagnie française des pétroles qui recherchait un jeune géologue pour le Sahara. 2 mois plus tard, nous circulions en jeep sur les pistes du Sud, dans les confins algéro-marocains. Les premiers forages ont commencé en 1952, dans le Mzab, donc au milieu du Sahara. Premier forage fait par la SNREPAL et CFP, sec. Nul ne dira assez l'immense mérite des Français qui ont mis sur pied cette prospection dans une des zones les plus hostiles de la planète. En 1956, c'est l'année heureuse, première découverte en janvier à Edgelé, qui est donc un beau gisement, près de 3 milliards de barils. 5 mois après, sur le champ d'Hassim Messaoud, on découvre MD1, et là c'est le bonanza. Le forage d'Hassim Messaoud, l'un des plus prometteurs, après avoir atteint près de 4000 mètres de profondeur, produit déjà 400 mètres cubes par jour. Le Sahara semble vouloir tenir ses promesses de prochain ravitailleur de l'essence française. Quelques mois après, c'est le grand gisement de gaz d'Assirmel. En quelques années de recherche, on retrouve là des réserves colossales. Un peu plus de 6 milliards de barils à Hassim Messaoud, ce qui est à cette époque un des plus grands gisements du monde. Et Assirmel, 100 milliards de mètres cubes de gaz en réserve, c'est également un des plus grands gisements du monde. Donc il y a de quoi être heureux. Pour la France, c'est fondamental. Et si on produit, il faut transporter. Le baby pipe, comme on l'appelle, permettra d'acheminer sur Tougour quelques 200 000 tonnes de brut. Et puis on construit un pipe qui allait de Aoud al-Amra, qui est à côté d'Hassim Messaoud, sur Bougie. En quelques années, on est passé de la dépendance énergétique de 90% de l'extérieur à 60%. Et ça va continuer à diminuer. Pour Total, c'est l'occasion unique de faire un développement et d'avoir une expérience extraordinaire en dehors des autres majors. À mon arrivée à Abu Dhabi, les équipes venaient de démarrer l'Adma Enterprise, une péniche de forage. Quelques mois plus tard, au large de l'île de Das, nous découvrions par 80 mètres de fond Shaif, le premier gisement offshore de la Compagnie française des pétroles. You had in the 50s and 60s
the big discoveries that happened in this country. And the size of the discoveries were quite important. Suddenly, we found huge resources. And so now the difficult part starts, I would say, how to work with the local governments, because we are visitors here. En 1954 commencent les premiers événements d'Algérie, tragiques. Et dans le monde pétrolier, notamment au Moyen-Orient, il se passe beaucoup de choses. À partir des années 60, on est en train d'entrer dans une nouvelle ère qui va être marquée par l'affirmation du pouvoir des États producteurs. Un phénomène net, indiscutable, universel est apparu entre les deux guerres, c'est la décolonisation. Je vous ai compris. Ça nous ouvre des territoires sur lesquels on ne serait peut-être pas allé. Le savoir-faire, on ne nous l'a pas nationalisé. Et donc on a pu appliquer nos recettes dans d'autres pays. On va se dire, ben, pourquoi pas aussi l'Afrique subsaharienne. Ça va être l'aventure du Gabon en premier lieu. On va trouver quelques découvertes à terre. Et puis on va passer à l'offshore. C'est au large de Port-Gentil. Et ça s'appelle le champ d'anguilles. Port-Gentil. Sur le champ marin d'anguilles, les sondages en mer se heurtent à des problèmes techniques et les conditions de travail sont rudes. Nous avons même dû faire venir de Bordeaux une barre spéciale de manutention. Si la découverte d'anguilles a ouvert l'ère de l'offshore gabonais, ce qui m'a touché durant cette expérience, c'est avant tout les relations humaines. Nous étions tous les jours ensemble, unis, prêts à affronter l'adversité. Paul Bina, ingénieur de forage. Quand je suis rentré dans le groupe Total, j'ai eu la chance de commencer très justement par le site d'Anguilla. Et je retrouve dans cette lettre finalement tout ce que j'ai vécu, et notamment ces valeurs d'union, de cohésion d'équipe qui ont fait et qui font encore le succès de nos opérations. Pendant ce temps-là, d'un point de vue opérationnel, on a fait un pipe de 450 km environ sur Arzeux, où on a construit la première usine de liquéfaction de gaz. Et le premier bateau, qui était le Jules Verne, qui a transporté du gaz liquéfié vers le Havre, alimentait donc aussi bien Gaz de France que British Gas en Angleterre. Dans le même temps, les sociétés amont qui dépendent du BRP mettent de l'argent qui leur permet d'acheter un certain nombre de réseaux, dont l'Amur, Avia, le reste de Caltex, et constitue donc un aval important qui va décider d'ailleurs de construire des raffineries. En 1965 est décidée la création de l'ERAP, qui va devenir le futur groupe ELF. Notre tâche était dans un premier temps de relever et de photographier toutes les implantations de distribution de carburant et d'en dresser une carte IGN. Nous recherchions des terrains pour y implanter le réseau futur. Pierre Voiturier, un des pionniers du réseau Total. Cette lettre, elle décrit un métier qui est encore clé dans le réseau, le métier de développeur. Aujourd'hui, bien sûr, on a Google Maps, mais dans de nombreux cas, on a encore recours à la méthode de comptage manuel qui est décrite ici. À l'époque, les gens qui possédaient une voiture, c'était un signe extérieur de réussite sociale et il les soignait. Donc, ils faisaient très attention à la qualité de ce qu'ils mettaient dedans. Et ça a lancé tout ce marketing. On a commencé à rentrer dans la distribution. Et chacun a essayé d'avoir un avantage concurrentiel sur la qualité de ses produits. Le plein. Oui, monsieur, sans retard. Et les glaces. Et les phares. International. Les trois réseaux, Total, Fina et Elf, ont des histoires et des anciennetés extrêmement différentes. La plus ancienne est très clairement Petrofina. Le réseau était développé à l'époque, il y avait plus de 13 000 stations déjà à travers le monde, y compris plus de 1000 en Amérique du Nord. Si vous voulez meilleure qualité d'essence, de lubrifiant et de service, Fina est là. Fina est là. Il y a toujours eu chez Petrofina une certaine imagination au point de vue marketing. Cette opération Bonnes Vacances, ça a été un petit peu une innovation à l'époque. Partite da qui.
Et ça a été un succès phénoménal. La France connut au printemps de 1967 un événement important. L'étrange arrivée de ronds rouges était annoncée. Quand je suis rentrée dans le groupe, tout le monde en parlait encore avec beaucoup d'émotion. Ça a été la première grande campagne marketing de teasing, avec des affiches partout, les ronds rouges arrivent. Et en une seule nuit, la nuit du 27 avril 1967, 12 000 personnes du groupe se sont complètement mobilisées. La marque Elf était lancée avec son grand rond rouge caractéristique. Les géologues revenaient du Moyen-Orient, repartaient en Amérique du Sud, faisaient un saut par la Chine ou la mer du Nord. Les projets étaient innombrables. Les équipes de l'exploration-production sont sur tous les fronts, sillonnant le monde pour prendre de nouveaux permis. Ça me fait vraiment penser aux aventuriers, en fait, à l'époque. Indiana Jones, les géologues, les chapeaux, leurs marteaux, et partir découvrir de nouveaux gisements. On s'est retrouvé avec des équipes qui étaient formées, qui venaient d'Assy Messaoud. Et on va retrouver toutes ces équipes dans les projets qui n'ont rien à voir avec le désert, puisqu'une bonne partie se passera en mer du Nord. La mer du Nord, mer difficile, mais très difficile à l'époque. Par contre, on est très près des débouchés, on est très près des raffineries, on est très près des marchés, que ce soit pétrolier ou gazier. Il y a eu toute une phase d'exploration en mer du Nord, d'évaluation géologique faite par toutes les compagnies. À l'époque, Total, Elf et Aquitaine s'étaient associés. Je pense sous l'impulsion du gouvernement français, parce qu'effectivement tout le monde devinait que ça allait coûter très cher et que 3 petites compagnies feraient moins bien que 3 compagnies ensemble. Petrofina, du fait de relations qu'elle avait développées notamment avec la compagnie Philips, a pris une part importante dans ce qui va devenir les normes découvertes d'Ecofisc. Ça a été une chance extraordinaire pour Petrofina. Donc l'exploration et production de Petrofina, c'est d'abord le gisement d'Ecofisc, ensuite le gisement d'Ecofisc et enfin le gisement d'Ecofisc. Les années 60 sont en fait les années de l'expansion de Petrofina aux États-Unis par acquisition. Petrofina considérant que ses actifs aux États-Unis était un complément idéal en matière de raffinage et de pétrochimie à ses actifs européens. En 1971, il y a quelques visionnaires dans le groupe qui disent on ne peut pas continuer comme ça, et en particulier dans le domaine de la pétrochimie, si on veut être compétitif au niveau international, il faut se regrouper. On voyait apparaître en Europe de grandes sociétés chimiques qui se restructuraient par fusion, acquisition. Et donc, les 2 grandes sociétés pétrolières de l'époque, Total et Elf Aquitaine, ont décidé de joindre leurs efforts pour essayer d'avoir un impact suffisant sur les marchés et de pouvoir développer un certain nombre de nouvelles activités. D'où la création en 1971-72 d'Atochimie, qui est déjà un partenariat 50-50 entre Elf et Total. Gonfreville, Fezin, tout ça, ça faisait partie d'un même groupe, donc tout ça a pris une taille, une position déjà plus importante sur le marché européen avant de poursuivre son expansion. Et puis plus original, Sanofi, qui sera l'une des rares diversifications réussies de cette ampleur. Tout cela a bien fonctionné pendant un certain temps et les affaires ont commencé à se gâter, si je puis dire, en 1973, du fait de la guerre du Kippour, du fait de difficultés diverses et variées dans l'économie française et européenne. Les pays arabes qui vendent du pétrole se retrouvent demain pour décider si oui ou non ils maintiennent l'embargo pétrolier vers les États-Unis. Le premier choc pétrolier, en fait, c'est un choc qui a fait grimper les prix du pétrole et donc il y avait trop d'aléas sur le prix du brut, c'était difficile de prendre des décisions. Dernière étape, ou du moins la plus récente de cette guerre du pétrole, entre guillemets, le gouvernement d'Arabie Saoudite a confirmé aujourd'hui que les livraisons de pétrole étaient bel et bien stoppées. Le premier choc pétrolier, d'abord, il a été très brutal. C'est quand même une modification profonde des structures de consommation. On a commencé à fermer des raffineries et à faire des produits de plus en plus sophistiqués pour concentrer les investissements sur les raffineries qui restaient.
le gouvernement a décidé et met de plus en plus en œuvre une politique de construction de centrales nucléaires. À ce moment-là, l'industrie pétrolière s'est faite déplacer par le nucléaire. La partie stratégique redevenait la recherche du pétrole. Le raffinage, on s'est toujours dit, il finira bien par suivre. Au large des côtes d'Abu Dhabi se trouve le champ d'Abu al-Bukouch, qui a été mis en production le 21 juillet 1974. Abu al-Bukouch field was a small field, and the partners in ADMA at the time said, well, it's not economical, we're not interested. And Total came and said, no, if the development of this field is important for Abu Dhabi, then we will develop this field. And suddenly we were on the same level with the Anglo-Saxon companies working as partners of the Abu Dhabi National Oil Company, ADNOC. Toujours en mer, il y a aussi l'Indonésie et le delta de la Mahakam à Bornéo, avec l'immense découverte d'Andil, où on va faire 1 milliard de barils d'huile. Et l'Indonésie, ça va être aussi, après, une des filiales majeures du groupe Total. Mais ces images vous feront mieux comprendre les difficultés que rencontrent les hommes de la mer du Nord pour assurer par tous les temps le ravitaillement des plateformes. Toutes les sociétés ont organisé l'aventure mer du Nord. Il y avait 3 grands pays, la Norvège, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas. C'est dans ce cadre-là qu'on a développé des technologies à l'époque qui étaient assez révolutionnaires. Et pour un jeune ingénieur, c'était passionnant. En même temps qu'on développait Frigg, la découverte d'Alwyn a été faite. C'était un champ d'une taille moyenne. Le coût de développement était aussi assez élevé, mais on a été sauvés parce que Alwyn a été développé comme un champ d'huile, mais c'était aussi un très gros champ de gaz. La mer du Nord, on peut dire que c'est un peu le berceau commun en fait, des 3 compagnies qui ont créé Total. Hein. Total elle-même avec Alwyn, Fina avec Ekofisk, et puis Elf et Total aussi sur Frigg. À l'époque, toute l'industrie pétrolière se diversifie dans la mine, mais également se lance dans le solaire. Les cellules photovoltaïques à base de sulfure de cadmium transforment la lumière en électricité. Vous avez d'un côté un groupe Alferab qui se redéploie, qui a un domaine minier riche, mais qui est 100% étatique et donc avec des ressources limitées. Puis de l'autre côté, une société SNPA qui, elle, profite des productions et donc des cash flows qui viennent de l'AC. Donc l'idée vient évidemment assez rapidement de marier ces 2 sociétés. Pierre Guillaume a fusionné l'ensemble sous l'appellation de Elf Aquitaine. Ceci a été un grand succès car le groupe s'est immédiatement porté vers les développements nouveaux, vers le futur. On est encore dans la foulée de l'ère pompidolienne et donc de la volonté de créer un champion national du pétrole et du gaz capable d'intervenir sur tous les éléments de la chaîne. L'association Elf Italiana Agip parie sur l'avenir et décide de réaliser la première application industrielle au monde de forage horizontal, Rospomare B. In 1980, I was offered the position of project manager for a horizontal drilling R&D project. When the head of R&D told me that I was going to be drilling at 90 degrees, I kept my mouth shut, but I had my doubts. I said to myself, why not? A decade later, the drilling industry had no more doubts. Barring a good reason to drill vertically, every well was horizontal. André Jourdan, drilling engineer. And there's one phrase that really sticks in my head. I said to myself, why not? And I feel like that today. If you really believe in the technology that you're working on and you can show that enthusiasm, then other people start to believe. So for me, that's a really strong phrase that I believe in with my work today. Rappelons que Atto est né de l'association des groupes Aquitaine et Total. Tout allait bien et c'est à ce moment-là que le gouvernement a demandé à M. Chalandon et au président de Total de l'époque d'absorber une société de chimie qui s'appelait PCUK, Produits Chimiques Eugene Kuhlmann. M. Chalandon a accepté, le patron de Total l'a refusé, et c'est ça qui a été à l'origine du départ de Total de la chimie commune. Et donc la chimie commune est devenue à ce moment-là une chimie purement Elf, elle s'est appelée Elf Atochem. Atochem, si vous lisiez la presse de l'époque, c'est « ils vont survivre 6 mois ».
Bon, ce 6 mois, c'est le Arkema d'aujourd'hui, donc on voit que ça s'est bien passé. Récemment, nous avons vu la libération du prix du pain et maintenant, c'est le secteur des produits pétroliers qui, à son tour, va être soumis aux lois de la concurrence. Ça a été l'explosion de la part de marché des grandes surfaces en vente de carburant et du coup des nécessités de réaction très fortes de l'ensemble des réseaux qui, à ce moment-là, se sont lancés dans les rationalisations de réseaux, la fermeture de points de vente et, là encore, un effort de diversification des services et de positionnement des marques extrêmement importantes pour réagir et fidéliser une clientèle. Mademoiselle, pourquoi avez-vous choisi cette station? Alors là, j'avoue que, au pif... Par hasard. L'indifférence? Il n'y a rien de pire. Alors nous, Total, nous nous engageons à tout mettre en œuvre pour que bientôt, vous ne veniez plus chez nous par hasard. Les marques ont choisi des positionnements tout à fait différents. Total, très vite, a pris le positionnement service. Elf, de son côté, a pris le positionnement excellence technique. Tant que l'homme voudra aller plus loin, Elf mettra tout en œuvre pour qu'il puisse aller encore plus loin. Elf, une passion qui trace la route. Nous allons tenter de comprendre ce que signifie cette baisse du dollar et du pétrole. En 1986, les prix du pétrole étaient très bas et pour la première fois de son histoire, Total a décidé de faire un plan social dans la partie exploration-production. Il y a des moments qui sont durs à passer, mais finalement, si on s'y prend bien, on arrive à passer ces moments et puis ensuite à rebondir et à repartir. Elf a réalisé 10 milliards et demi de bénéfices l'an dernier. Près de 6 millions de ses actions seront proposées en bourse. En 1991, il a été décidé par le président Serge Tchuruk de faire coter Total à la bourse de New York. Elf avait pris la même décision quelques mois auparavant. Il y avait aussi, je dirais, une certaine reconnaissance recherchée à travers ça du nouveau statut d'Elf Aquitaine parmi ses confrères. On devenait une compagnie pétrolière, internationale, comme les autres. C'était vécu comme vraiment une petite révolution. C'était la vieille dame d'Auteuil, tout d'un coup, franchissant l'Atlantique, on changeait de catégorie, on changeait de dimension. Et puis intervient donc la privatisation emblématique. Quand il reste 5 jours pour devenir actionnaire de la première valeur française, est-ce que vous hésitez? Vous pourrez bientôt vérifier la qualité de notre entreprise en devenant actionnaire de Total. Total, vous ne viendrez plus chez vous par hasard. La grande aventure dans les années 90, ça va être le Deep Offshore. C'est le fameux Bloc 17, c'est le puits de Girasol, avec une découverte phénoménale et qui va faire changer vraiment l'image du groupe. Alors qu'on ne savait pas encore comment on allait opérer par des profondeurs de 1400 ou 1600 mètres. Il en fallait du nez et de l'aplomb pour prendre des permis sur Girasol, sans vraiment savoir si on allait trouver quelque chose, et surtout si par la suite nous saurions le développer. C'était cela l'esprit pionnier. Poursuivre en conservant la volonté et l'audace. Christophe de Margerie. Cette lettre, elle évoque pour moi la passion et la fierté de ceux qui ont fait partie de l'aventure et qui ont eu la confiance du groupe pour développer des projets incroyables dans des conditions parfois difficiles. Mi-96, le cours de bourse d'Elf Aquitaine n'est pas très élevé. Énorme potentiel dans l'offshore profond. Tout ça introduit une certaine fragilité. Si vous avez une société qui n'est pas très bien valorisée en bourse et qui a un énorme potentiel, la tentation est forte pour ses grands concurrents de vouloir en prendre le contrôle. L'année 98 a été marquée par le regroupement de grandes firmes mondiales dans tous les secteurs. Le pétrole n'échappe pas à cette dynamique. Les mouvements de concentration ont concerné Exxon et Mobil, la plus grande fusion de tous les temps. C'était un moment où il y avait des évolutions assez fortes. On ne pouvait pas rester à la taille où on était. Le bruit circulait déjà depuis une dizaine de jours. L'actionnaire principal de Petrofina, c'est Albert Frère. Il aurait négocié ce week-end l'intégration de Petrofina dans un grand groupe français. À ce moment-là, il n'y a pas 36 solutions. Hein. Même si c'est parfois considéré comme un peu plus agressif, il valait mieux faire des fusions. Bon, quand on dit faire des fusions, c'est facile. Hein. Après ça, dans les détails, c'est un peu plus compliqué.
En fusionnant avec Petrofina, Total est devenu hier le premier groupe industriel de l'Hexagone, 300 milliards de chiffre d'affaires. Petrofina n'était que le premier coup. Nous avions une taille équivalente à Elf. Mais nous étions encore petits par rapport aux nouveaux géants du secteur et n'étions pas à l'abri d'une attaque. Thierry Desmarest. Au moment de la fusion, Philippe Jaffray avait le sentiment qu'il n'avait pas fini son travail de redressement, que c'était trop tôt pour entrer dans ce jeu des fusions. Simplement, il n'avait pas tout à fait vu que pendant qu'il mettait de l'ordre dans la maison, nous, on préparait le coup d'après. C'est finalement un mariage de raison qui aura lieu entre Elf Aquitaine et Total Fina. L'offre publique d'échange se termine en effet par un accord à l'amiable. Thierry Desmarest, le PDG de Total Fina, prendra les rênes de ce géant du pétrole. Il ne faut pas que ça traîne, parce que si vous commencez à laisser des périodes de flottement comme ça, la société et l'ensemble des collaborateurs d'ailleurs en souffrent. Donc on a décidé d'aller vite. Je crois qu'il a pris les très bonnes décisions à ce moment-là pour apporter la paix et un peu de tranquillité quand même aux gens qui étaient inquiets malgré tout, ce qui est normal. J'étais à Bruxelles et je reçois un coup de téléphone. Jacques, on a des ennuis. Tu devrais rentrer. Tous les regards sont maintenant tournés vers le pétrole qui s'échappe des épaves. Environ 10 000 tonnes de fioul lourd se trouvera actuellement au nord-ouest de Belle-Île. Le bateau fait naufrage. Il y a une cellule de crise qui rassemble toutes les compétences du groupe. On a consulté un certain nombre de grands spécialistes, aussi bien en météorologie comme mouvement des vagues, des courants, etc. Nous disons, finalement, compte tenu des courants, etc., il y aura très peu de produits et ça sera concentré sur la Vendée et donc plus facile à nettoyer sur des plages de sable. Et alors, le 25 décembre, c'est-à-dire le jour de Noël, symboliquement, tout d'un coup, brutalement, on découvre l'étendue du désastre. C'est un cauchemar. C'est abominable de voir ça. On n'est pas dans une abolition, là. Ça sans rien faire, quand même. La réaction face à ça, ça a été de dire, bon, regardons où sont les responsabilités juridiquement, techniquement, prenons les choses avec raison. C'était pas ça le sujet. Le sujet, c'était de répondre à une émotion immense. Et ça, on n'a pas su le faire. Alors on a su le faire, Dieu merci, un peu plus tard. Nous sommes conscients de la catastrophe qu'a été le naufrage de l'Erika et nous tenons à remercier tous ceux qui se sont mobilisés. Nous participons toujours au nettoyage des côtes et nous assurons également le traitement des déchets. Mais c'était dur, hein. Ça a été difficile. Et c'est vrai qu'au niveau interne, ça se des équipes, ça c'est évident. Tout le monde s'est mis véritablement à travailler de manière très solidaire et ça a eu une espèce d'effet de soudure entre les équipes de manière un petit peu contre-intuitive. Si vous approuvez ce choix, votre groupe abandonnera le nom de Total Fina, nom qui est déjà lui-même relativement récent, pour prendre celui de Total Fina Elf. Après avoir fait la fusion, il était indispensable d'arriver à motiver toutes les souches, si je peux dire, venant des différents horizons. Alors j'ai eu de temps en temps des commentaires en disant « on a gagné à nous les bons postes ». Alors je disais bien non, ça marche pas comme ça. C'est pas les bons postes, c'est les bons. Cette démarche a mis beaucoup d'apaisement dans les choses et a permis aux gens de continuer à travailler puisqu'ils savaient où ils allaient, ils savaient quel était leur patron. La volonté, c'était vraiment d'essayer de mettre le plus compétent au meilleur endroit. Je me souviens encore des instructions extrêmement claires qu'on avait de bâtir que des organigrammes équilibrés entre les blancs, les bleus et les rouges. Les blancs étaient les Fina, les bleus étaient les Elf, les rouges étaient les Total. Je crois aussi qu'une personnalité va rester dans l'histoire, c'est Thierry Desmarest. C'est quelqu'un qui faisait l'unanimité pour propulser finalement ces trois groupes ensemble au même niveau que BP et Chevron, derrière Exxon et Shell. La fusion pour moi résulte à nouveau, un peu comme Alpha Aquitaine autrefois, un peu comme la CFP au tout début, dans les années 20, la volonté de créer un grand champion français. Tout d'un coup, on se retrouvait à l'égal de nos grandes consoeurs anglo-saxonnes et au fond, ça a marché. Ça a été une aventure extraordinaire.